Le conseiller militaire du guide suprême iranien, Rezaei, a déclaré hier que les États-Unis voulaient envoyer un navire de guerre dans le détroit d'Ormuz. Mais il a précisé que nous ne leur avions pas donné, ne leur donnons pas et ne leur donnerons pas l'autorisation de passer. En gros, c'est la marine américaine qui essaye d'aider, vous savez, ces pétroliers. Mais l'une des lignes rouges, depuis le cessez-le-feu et la signature du protocole d'accord, c'est qu'aucune force militaire, aucun navire de guerre ne doit entrer dans le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est une autre violation du protocole, parce que toutes les discussions portaient uniquement sur le passage des navires ou bâtiments commerciaux. Pas de militaires, pas de navires de guerre là-bas. Et il semble que ce soit un point crucial, Anthony, pour les Iraniens. Quand on parle de ces bases dans le golfe Persique, ils savent très bien que l'une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis veulent utiliser ce radar, c'est qu'ils veulent envoyer plus d'armes vers ces bases. Parce que la plupart de ces armes ou de ces radars ont été détruits. Alors que feriez-vous dans ce cas? C'est la ligne rouge pour les Iraniens. Et je pense qu'une des raisons principales de ces affrontements, c'est que les attaques d'hier soir étaient d'une certaine manière beaucoup plus importantes que les deux précédentes. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose hier, quelque chose qu'on ne connaît pas encore. On n'a pas encore une vision complète de ce qui s'est passé hier. Peut-être que c'est lié à ce navire de guerre qui essayait de traverser le détroit d'Ormuz. Oui, votre analyse. Je suis d'accord avec cette analyse, du moins sur la première partie, celle qui concerne ce que disait le protocole d'accord. Et encore une fois, ce protocole d'accord, c'est fini. Il n'existe plus. Mais si on revient à ce qu'il prévoyait à l'époque, vous avez raison. Il n'y aurait eu aucun mouvement militaire, aucun convoi escorté par les États-Unis à travers le détroit d'Ormuz. Évidemment, on a essayé d'enfreindre ça avec la tentative de créer une force navale qui, à mon avis, essaiera de passer par le détroit. Et ça, clairement, ça fait sauter cet article du protocole. Mais comme l'a dit Donald Trump, ce protocole d'accord, c'est terminé, c'est du passé. Ce que Donald Trump essaie de faire, en revanche, c'est de rejeter la faute sur l'Iran. Eh bien, à cause de l'Iran, le protocole est tombé à l'eau. Non. La vérité, c'est que ce protocole était déjà sous respirateur artificiel à cause de... Tony, je t'ai perdu. Vous m'entendez? Oui, je pense que ce que Tony essaie de nous dire, c'est qu'il met en avant le cas du Liban. Parce que, depuis la signature du protocole d'accord, l'un des principaux problèmes, comme l'a rappelé hier le ministre iranien des Affaires étrangères, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'accord final entre l'Iran et les États-Unis tant qu'Israël occupe le sud du Liban. Et on sait bien qu'Israël ne va pas se retirer du Liban. Ça n'arrivera pas par des négociations. Personne n'y croirait. Oui. Tony, tu disais que tu étais de retour et que le protocole d'accord était, disons, un peu dans le coma avant ce qui s'est passé hier. Alors, selon toi, quelle en était la raison? Oui, vous savez, l'administration Trump essaie de faire croire que ce protocole d'accord est désormais mort à cause de l'Iran et des récentes actions de l'Iran. En réalité, ce protocole d'accord était déjà sous assistance vitale. Et cela à cause de l'incapacité des États-Unis à respecter l'article 1, c'est-à-dire Israël et le Liban, qui étaient à la fois réticents et incapables, et des États-Unis eux-mêmes, qui refusaient d'accepter ce qui avait été convenu, ainsi que la mise en œuvre de l'article 5 concernant le détroit d'Ormuz. Donc, les États-Unis ont mis ce protocole d'accord sous assistance vitale il y a plusieurs semaines, surtout quand, en plein milieu des négociations, Donald Trump a déclaré « Hey, on va vous bombarder jusqu'à l'âge de pierre où vos négociateurs ne rentreront pas vivants. » En somme, les États-Unis ont malmené, noyé, puis placé ce protocole d'accord sous assistance vitale.
Le fait que l'Iran se retire, c'est clairement une façon pour lui de maintenir sa position. Non, nous avons conclu cet accord. Ces 14 points, nous les avons acceptés. Soit vous les respectez, soit vous ne les respectez pas. Il n'y a pas de marge de manœuvre, pas de zone grise. Nous n'allons pas permettre à Israël de se retirer symboliquement du Liban. Non, c'est un retrait. Point final. Ensuite, on parlera du reste. Les États-Unis, eux, ont sans cesse essayé de trouver des échappatoires, de contourner tout ça, en disant « parlons du détroit d'Ormuz » ou « faisons des discussions techniques ». Et maintenant, comme je l'ai déjà dit, c'est très clair pour moi que pendant tout ce temps, toute cette recherche d'un protocole d'accord, toute cette négociation autour de conditions que les États-Unis n'ont jamais voulu accepter ni respecter, n'était qu'une ruse. Tout ça, c'était un mensonge. C'était prévu depuis le début. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'Iran en est conscient. Je pense aussi que l'Iran s'est préparé. Et je crois que la Chine et la Russie leur ont fourni des moyens pour les aider à se préparer. Donc ce ne sera pas un combat facile pour les États-Unis. Ça ne l'a pas été pendant les 62 premiers jours, avec une petite pause du projet Freedom. Jusqu'ici, ça n'a jamais été simple, et ça ne va pas le devenir. Les États-Unis avaient la meilleure option, la sortie de cette autoroute vers la catastrophe, et on a dépassé cette sortie avec ce protocole d'accord. On n'aura pas de meilleur accord, et les conditions pour la fin de ce conflit seront encore plus défavorables aux États-Unis quand tout ça se terminera. En ce moment, ce commerce est ouvert, mais la partie nord est sous le contrôle des gardiens de la révolution iranienne. Le prix du pétrole augmente. Il est actuellement à $78. Oui. Alors, quand on parle des priorités des États-Unis, de Donald Trump et de son administration, selon vous, qu'est-ce qui compte le plus pour eux? Maintenir le prix du pétrole à un niveau bas ou essayer de réduire la pression sur l'économie mondiale à cause du pétrole et du gaz? Et ce n'est pas seulement le pétrole et le gaz. On sait combien il y a de minerais. Il y a aussi l'hélium, les engrais, tous ces produits essentiels qui sortent du détroit d'Ormuz. Quelle est la priorité? Revenir à la guerre? Ou bien essayer de libérer, d'ouvrir le détroit d'Ormuz? Ou encore penser à l'économie mondiale, au prix? Qu'est-ce qui compte le plus? Parce que si on retourne à la guerre, ça veut dire qu'ils vont fermer complètement le détroit d'Ormuz. Et ça, à mon avis, ça n'aidera personne. Alors est-ce que ça va les aider ou est-ce qu'ils vont continuer ce jeu de représailles? Je ne sais pas vraiment quel serait le résultat concret pour les États-Unis. Quelle est votre lecture de la situation? Tony, vous m'entendez? Oui, on dirait qu'on a un problème de connexion. Mais je pense que la vraie question, en ce moment, pour beaucoup de gens, c'est qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce une sorte de guerre de représailles ou vont-ils vraiment reprendre leur confrontation dans le détroit d'Ormuz? Pour ma part, je ne crois pas qu'une guerre totale éclate entre les deux camps, justement à cause du détroit d'Ormuz et de son importance pour l'économie mondiale. Et on sait que Donald Trump, avant de signer le protocole d'accord, avait déclaré que les États-Unis étaient à 4 semaines de voir leurs réserves de pétrole complètement épuisées, qu'ils approchaient d'un point critique. Et nous avons, oui, voilà Tony. Oui, oui, le problème est toujours là. Mais voilà le vrai problème pour les États-Unis. Le timing est crucial. Non seulement, attends, Tony est de retour. Oui, je crois que tu as compris. J'ai tout entendu, oui. D'accord, vas-y. I heard everything, yes. Yeah, okay, go ahead. Yeah, so that's a great question and something that is really Oui, important to c'est une understand excellente question. is that Et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que les prix du pétrole étaient en baisse et que le détroit d'Ormuz restait ouvert. Peut-être que les États-Unis n'obtiendront pas tout ce qu'ils voulaient, mais il y a quand même des concessions
importante. Le détroit d'Ormuz est ouvert. L'approvisionnement mondial continue. Le prix du pétrole baisse. Les États-Unis le savent. Donald Trump le sait aussi. Est-ce que Donald Trump se soucie vraiment de l'économie mondiale? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il se soucie de l'impact que cela a sur ses sondages et sur sa survie politique? Oui. Est-ce qu'il se soucie du prix de l'essence à la pompe, justement parce que cela influence ses sondages et sa survie politique? Oui, il se fiche complètement du peuple américain. Et je ne dis pas ça pour faire partie, tu sais, de ce discours anti-Trump. Je le dis parce que c'est lui-même qui l'a dit. Donald Trump l'a reconnu quand on lui a demandé, il se moque des conséquences pour les Américains. Parce que selon lui, cette guerre est plus importante. Donc, pour revenir à ce que tu disais, reprendre une posture de guerre ou relancer un conflit dans le détroit, c'est fermé. Il y a un impact sur l'économie mondiale, un impact sur l'industrie pétrolière. Le temps joue contre nous. Chaque jour compte. Il y a maintenant une date limite. On avait réussi à faire baisser le prix du pétrole. Les choses s'étaient stabilisées. Donald Trump doit agir vite et il doit obtenir des résultats rapidement. C'est pour ça qu'on voit ces frappes, comme celle d'hier soir, qui sont plus importantes que tout ce qu'on avait vu depuis un bon moment, depuis les débuts du conflit. On va en voir beaucoup d'autres. Et Donald Trump doit faire quelque chose, rapidement, pour débloquer la situation dans le détroit d'Ormuz. Il ne peut pas traîner, attendre 40, 50, 60 jours. Il va falloir que ce soit bientôt, on va le voir se produire. C'est un peu comme si vous vous disiez, bon, je suis ici, je dois aller là-bas. Pour y arriver, je dois passer sous l'eau, donc je dois retenir ma respiration. Eh bien, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas une façon idéale de survivre. Ce n'est pas vraiment une façon idéale de vivre, sauf si vous êtes un être aquatique. Donc vous retenez votre souffle, vous passez dessous, vous remontez. Voilà, le temps est compté. C'est pour ça qu'on va voir une intensification de ces frappes avec des tentatives de modifier sur le plan opérationnel l'équilibre politique. Et tout ça va se jouer dans le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on verra aussi quelque chose du côté de l'île de Karg? Eh bien, quand on parle des opérations dans cette zone d'intérêt, appelons le détroit d'Ormuz, la zone d'opération, à l'intérieur de cette zone, on a évidemment Oman, la côte iranienne et l'île de Karg, qui sont autant d'éléments de terrain clés. Celui qui parvient à les contrôler ou à les tenir à distance dispose d'un levier sur l'autre, dans certaines conditions. Alors on va voir ça. On va voir des forces terrestres repousser les Kurdes plus loin en Iran. On va voir des tentatives pour isoler, contenir ou même prendre l'île de Karg. On va voir de l'activité navale. Peut-être même, il est possible qu'on assiste à une opération aéroportée ou à ce qu'on appelle un enveloppement vertical pour s'emparer de l'île de Keshm, pour prendre le terrain d'aviation sur l'île de Keshm. Parce que si vous êtes les États-Unis, vous voudriez aussi faire ça pour pouvoir étendre votre puissance aérienne, drones, hélicoptères. Imaginez si vous voulez que vous essayez de garder le contrôle du détroit et que vous pouvez... Enfin, si vous pouvez... Vous m'entendez? Oui, te revoilà. Donc, si on peut prendre l'autre rive pour maintenir un couloir aérien, ce serait l'idéal. Je pense que les États-Unis vont essayer de s'emparer et de sécuriser un couloir aérien de Keshm vers Oman ou de Keshm vers l'autre côté, puis d'imposer un blocus naval au nord et au sud. Et ça donnerait à Donald Trump ce qu'il considère comme sa capacité à revenir en disant « Regardez, je contrôle le détroit maintenant. C'est moi le capitaine. C'est à moi. C'est moi qui dicte les règles. Vous voulez négocier? Et le temps presse, parce que l'Iran pourrait bien tenir bon et dire « Attendez, on ne cède pas. » Donc, quoi qu'il arrive, soit l'Iran garde le contrôle, soit ce sont les États-Unis,
et ensuite il faut tout fermer, parce que si on le rouvre, eh bien, on le rend aussitôt à l'Iran. C'est ce qu'on appelle un échec et mat. Et les États-Unis sont dedans, et ce n'est vraiment pas une bonne position. Oui, Tony, s'il s'agit d'une invasion de l'île de Keshm ou de l'île de Karg, si jamais ils font ça, je pense que ce serait extrêmement problématique. Le nombre de victimes va augmenter d'une façon que les États-Unis n'ont pas connue depuis la guerre du Vietnam. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Est-ce que les États-Unis sont prêts à aller aussi loin? Eh bien, je ne pense pas que l'administration soit prête parce que je ne crois pas qu'elle comprenne vraiment le risque, ni même qu'elle s'en soucie. Je ne pense pas que l'administration Trump, y compris Pete Hegseth, Donald Trump ou Marco Rubio, se préoccupe de la vie des Américains, en particulier de nos militaires. À mon avis, ils voient tout ça comme un simple moyen d'arriver à leur fin. Donc, en termes de compassion ou d'attention, non, pas du tout. Alors, quel serait l'aspect transactionnel qui pourrait les pousser à y prêter attention? Ce serait sans doute l'impact sur la popularité du président dans le pays. C'est pour ça que je pense qu'on va voir les opérations. Vous m'entendez? Oui? D'accord. C'est pour ça que je pense qu'on verra des opérations menées avec une précision chirurgicale, pas à grands coups de pinceau. Le détroit d'Ormuz. Beaucoup de forces navales, avec des troupes au sol clés si nécessaire, mais en nombre limité. En revanche, si la prise de l'aérodrome de l'île de Keshm réussit, alors d'autres pourraient suivre. Si ça échoue, eh bien, on abandonne cette option. Y aura-t-il des pertes? Oui, mais elles seraient moindres que si on envoyait toute la force d'assaut, le groupe amphibie complet, d'un seul coup pour tout prendre en même temps. C'est pareil pour l'île de Karg. Il existe différentes manières de garder le contrôle, ou d'isoler un terrain clé ou un objectif stratégique, sans forcément mettre des troupes au sol. Donc, prendre le contrôle, isoler ou maintenir le contrôle de l'île de Karg ne nécessitera peut-être pas de soldats sur place. Avoir la main sur le détroit d'Ormuz et disposer d'un levier par la mer et par les airs ne demandera peut-être pas non plus de troupes au sol. Est-ce que ce serait renforcé sur le plan stratégique par la présence de troupes sur Karg et sur Keshm? Oui, ce serait le cas. Mais je ne sais pas comment ils évaluent le risque en fait. Chaque commandant, vous savez, Donald Trump donne les ordres, mais ce n'est pas lui qui fait le plan. Et chaque état-major revient vers son commandant avec plusieurs options d'action à présenter au commandant des forces conjointes. Ce sont des options de réponse flexibles, avec l'emploi de la puissance militaire, mais accompagnées aussi d'une évaluation des risques. Par exemple, l'état-major irait voir le commandant du commandement central américain et lui dirait « Amiral Cooper, voici la première option, voici la deuxième, voici la troisième. Ces options prévoient d'exécuter A, B et C. Et pour chacune, voici les risques associés. Si on fait ceci, on réduit le risque. Si on fait cela, on l'augmente. Mais quel est, au final, le calcul du risque du commandant? Ça, je ne le sais pas. Cependant, en général, si on se base sur la doctrine, les pertes pourraient être importantes, du moins par rapport à ce à quoi les États-Unis sont habitués dans les conflits précédents. Vous savez, au cours des 20 dernières années de guerre, on a perdu plus de militaires dans des accidents domestiques liés au service, ici même aux États-Unis, que sur les champs de bataille. Donc, les États-Unis sont plutôt habitués à des taux de blessés ou de morts au combat relativement faibles. Alors ces chiffres, même si un commandant peut dire qu'ils entrent dans son calcul du risque, pourraient quand même être très choquants pour le pays. Et je pense que beaucoup d'Américains ne savent pas qu'en ce moment, on peut aller sur le site du département de la Défense, celui des notifications de pertes, le site du DODCAF, et voir que, jusqu'à présent, les pertes recensées sont d'environ 12 ou 13 morts et quelques centaines de blessés.
Nous en sommes à 23 morts au combat et 408 blessés. Ce chiffre pourrait très bien être atteint en une seule journée, selon l'opération en cours. Surtout si l'on venait à perdre un croiseur lance-missiles, un destroyer, un croiseur, un navire de combat côtier ou, Dieu nous en garde, l'USS Boxer ou l'USS Tripoli. Et souvenez-vous, l'USS Boxer et l'USS Tripoli sont des porte-aéronefs à pont plat. Mais ils ne sont pas aussi grands ni aussi massifs que le Ford, le Bush, le Reagan ou le Roosevelt. Ils sont rapides, agiles, mais aussi vulnérables. Et je le répète, si quelqu'un doute encore de l'efficacité des drones maritimes, des petites embarcations et de ce type de guerre, qu'il regarde simplement la flotte russe et la façon dont l'Ukraine l'a coulée. C'est tout à fait possible. Very possible.